Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors, en ce moment, c'est par rapport à la sortie de cette vidéo, en tout cas, elle sort dimanche, c'est le World Mobile Congress. Donc c'est là où je vous ai dit qu'il y aurait toutes les présentations des nouveaux téléphones d'à peu près toutes les marques. Au moment où je tourne cette vidéo, toutes les présentations n'ont pas été faites, donc vous en aurez dans la semaine prochaine. Il n'y a pas encore eu le Huawei, Samsung, même s'ils ne vont pas annoncer le S8 tout de suite. Et il n'y a pas eu encore Nokia, donc pour le 3310. Après, c'est à peu près confirmé pour le 3310, c'est juste que je ne sais pas encore à quoi il va ressembler. Donc, vous le verrez la semaine prochaine, ou alors vous le verrez sur d'autres sites de news, je ne sais pas. Dans tous les cas, moi en tout cas, c'est trop tard la conférence Nokia par rapport à la sortie de cette vidéo, donc je peux pas attendre. Mais bon, en attendant, il y en a déjà eu. Par exemple, LG a fait sa présentation. Malheureusement, bon, ça va encore en fait. Je trouve que Ars Technica, le site où je regarde un peu les news, exagère peut-être un petit peu au niveau de certaines informations. Donc voilà les téléphones, voilà des photos officielles du téléphone en tout cas. Donc construction en métal. Malheureusement l'arrière apparemment a une plaque de verre comme le S6, le Galaxy S6. Ce qui est, je suis pas très fan de ce genre de truc parce que je trouve que la plaque de verre se salit très très vite. Ça donne pas forcément une finition plus belle. Je trouve qu'une finition en métal serait bien mieux dans les mains et tout aussi glissante que la plaque en verre de toute manière. On voit donc un petit peu tout le design. Là c'est les antennes. Elle repasse aussi sur le dessus. On voit un petit peu l'interface. Ce sera sur Android 7 évidemment. Ça me semble logique. Et une particularité que vous devez voir, c'est que le téléphone est plus haut qu'en temps normal. C'est parfaitement normal parce qu'il a un format 18 neuvième. Donc un écran normal c'est du 16 neuvième. Un écran de téléphone c'est du 16 neuvième. Tourné sur le côté évidemment. Donc là c'est du 18 neuvième. Donc c'est plus haut. Mais c'est toujours la même largeur. Donc si vous avez une petite main, la largeur ne changera pas. C'est juste que pour atteindre le sommet de l'écran avec un pouce, évidemment, là, ce sera compliqué. Donc, apparemment, il fait à peu près 5 pouces. Enfin, il fait 5,7 pouces, plutôt. J'ai mal lu le truc. Et évidemment, il aura une résolution autre. Le LG G5 avait du 1440p, donc là, il aura du 2560. Non, il aura du 1440p, mais la hauteur en pixels sera encore plus haute que 2560. Ça semble logique. Donc une construction assez haut de gamme quand même, hein. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Il n'y a pas tous les gimmicks qu'ils avaient mis sur le G6, donc il n'y a pas le fait qu'on puisse retirer le bas du téléphone pour changer la batterie et mettre d'autres modules. Ça ne marchait pas parfaitement, on va être honnête, c'était loin d'être parfait. Donc ils ont enlevé tout ça, c'est un téléphone beaucoup plus simple, beaucoup plus, on va dire, classique, ça c'est sûr. Donc il a moins de choses qui le rendent intéressant. Et ce qui est un peu dommage aussi, c'est qu'il n'a pas certaines fonctionnalités qui ont été introduites sur les LG V10 et V20, je crois, ils ont appelé le successeur du V10, qui sont des téléphones un peu particuliers qui étaient vendus dans certaines régions du monde, mais qui étaient plutôt pas mal en fait. Donc on ne voit pas certaines de ces particularités, ce qui est un peu dommage. Et un truc que le site de news que je regarde, on va dire, tape un peu sur les doigts, c'est au niveau du processeur choisi. Donc ils ont décidé de prendre un Snapdragon 821. Donc c'est un processeur qui est utilisé dans les flagships, donc les gros téléphones de l'année dernière. Donc cette année-ci, tous les téléphones haut de gamme, en tout cas, vous pouvez vous attendre qu'ils utilisent des Snapdragon 835, qui est la nouvelle version. Alors, pourquoi c'est un problème ? C'est pas juste un problème de « Oh, on n'a pas le dernier processeur le plus performant ». Il y en a qui vont me dire « Oh, il n'y a pas besoin du plus performant ». Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que le Snapdragon 835 consomme moins d'énergie parce qu'il est mieux en fait, il consomme moins d'énergie. Donc c'est pas juste un mauvais choix en termes de juste performance, c'est un mauvais choix en termes de batterie, parce que c'est très important pour la batterie de votre téléphone. Et c'est aussi un mauvais choix pour vous parce que il n'y a pas encore évidemment d'estimation de prix, ça c'est sûr, mais le problème c'est s'il utilise un Snapdragon 821 et qu'ils le vendent au même prix que les autres téléphones haut de gamme, il y a un problème. Enfin, je veux dire, c'est comme si vous achetez une Peugeot 206 au même prix qu'une BMW haut de gamme berline. C'est un peu ridicule, quoi. Même si la qualité de construction est à peu près la même, on n'a pas le même processeur. C'est un processeur de l'année dernière qui devrait coûter moins cher. Après, je suppose que LG sont pas stupides non plus et que le téléphone devrait coûter moins cher que les autres haut de gamme. Et personnellement, je préfère. Je préfère. Je m'en fiche d'un téléphone à 700€. Je préfère un téléphone à 500€. Et encore 500€, ça reste assez cher. Mais je préfère un téléphone moins cher, qui a des très bonnes performances quand même,
qui est largement suffisant. Donc il aura 4 Go de RAM, 32 ou 64 Go de stockage, une batterie de 3300 mAh, ce qui est très bon, pas besoin de plus. Plus ce serait mieux, mais après ça devient plus lourd et tout ça. Et puis un appareil photo de 13 mégapixels, ce qui veut pas dire grand chose parce qu'on sait tous que ils peuvent dire oui, on a mis un appareil de 20 mégapixels, enfin ça veut juste rien dire parce que c'est le traitement des photos qui est très important. Par exemple, Samsung est très fort. Le LG G4 avait un très bon appareil photo. Je ne sais plus trop pour le LG G6, G5 par exemple, je ne sais plus trop. Mais LG c'est plutôt bien débrouillé au niveau appareil photo ces derniers temps, donc je ne pense pas que... Je pense que ça devrait être un bon appareil photo. Et il faudra voir des véritables reviews, parce que pour le moment c'est juste l'annonce officielle. Évidemment, des gens l'ont eu dans les mains, mais ça ne permet pas de tester l'appareil photo pleinement, parce que vous devez regarder les photos sur l'écran dans un salon où bien souvent la lumière n'est pas hyper bonne ou autre chose, donc on ne sait pas encore, donc on verra bien. En tout cas, un peu déçu personnellement au niveau du fait qu'il manque un petit peu de personnalité et que ça reste un téléphone assez classique. Après, ça dépendra du prix qui n'est toujours pas annoncé, donc on verra bien, on verra bien. Alors, un autre qui déçoit, BlackBerry, ils ont annoncé un nouveau téléphone. Oui, ils sont encore en vie, je sais, ils sont encore en vie, c'est fou. Donc, téléphone sous Android maintenant, à BlackBerry, hein, avec leur clavier tellement préféré. Bon, ça, c'est pas un problème, justement, je pense que le clavier, il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir un clavier physique, donc ça, no problème. Le véritable problème de ce téléphone, c'est qu'il coûte le prix d'un téléphone haut de gamme, donc il sera annoncé à $549, 599 € ou 499 livres, ok, et il a un Snapdragon 625, qui est un processeur que vous pouvez avoir dans des téléphones qui coûtent 200 €. Donc là, vous pensez bien qu'il y a un problème. Évidemment, le Snapdragon 625 n'est pas un mauvais processeur, il est plutôt bon, mais le problème, c'est si vous le vendez dans un téléphone à 500 €, ben, ça fait un peu cher, quoi. Donc, encore une fois, je sais pas ce qui se passe chez BlackBerry. Alors, il aura un écran 4,5 pouces, évidemment, avec le clavier qui est en dessous. Au final, à mon avis, c'est un téléphone qui a un peu la taille d'un téléphone 5 pouces. Parce qu'il faut tenir en compte qu'il y a le clavier juste en dessous qui prend de la place aussi. Une bonne petite batterie quand même, 3500 mAh, ce qui est plutôt bon. 3 Go de RAM, ça va, nos problèmes. 32 Go de stockage avec slot micro SD. Évidemment, un port en USB type C. D'ailleurs, le LG aussi a une USB type C. C'est le standard maintenant. Va falloir vous habituer si vous n'êtes pas encore habitué. Donc, ouais, ça c'est... Moi, c'est le téléphone qui me déçoit vraiment. Parce que je me dis, BlackBerry quoi. BlackBerry dominait à une époque. Hein. À une époque, c'était pas Apple qui dominait le monde du téléphone, surtout au niveau professionnel, c'était BlackBerry. Et maintenant, ils sont à la traîne, mais pas possible. Et pourtant, je n'arrive pas à comprendre. Là, c'est juste un mauvais choix. Alors, pourquoi un processeur comme ça dans un téléphone qui coûte aussi cher? Ou alors rendez le téléphone moins cher, ou alors mettez un meilleur processeur au moins. Parce que là, les gens n'ont pas pour leur argent. Là, on croirait juste qu'ils sont désespérés, qu'ils essaient de se faire un petit peu d'argent sur les derniers fans de BlackBerry qui restent. Et encore, si vous êtes fan de BlackBerry, il n'y avait pas que le clavier qui vous plaisait, il y avait aussi tout l'univers BlackBerry. Maintenant, c'est juste un téléphone Android comme les autres, donc... Ouais, c'est décevant, c'est assez décevant. Alors, même si on n'aura pas l'annonce du S8 cette année-ci, ils vont peut-être annoncer quand même la date de présentation, quelque chose comme ça. On a quand même des news au niveau de ce que on pourrait trouver dans le S8, notamment leur nouveau processeur. Donc Samsung est une énorme société, ils font énormément de choses. Vous avez dû le voir, ils font des SSD, de la mémoire, ils font des tanks. Oui, Samsung fait des tanks, je sais. Et ils font aussi des processeurs mobiles. En l'occurrence, c'est pas des processeurs que vous pouvez avoir dans votre PC. Et du coup, eh bien, on a des informations sur l'Exynos 9 8895, qui est leur dernier processeur haut de gamme, qui sera certainement, mais à coup sûr, dans le Galaxy S8. Pas dans tous les Galaxy S8, il faut savoir que Samsung, bien souvent, c'est selon la région du monde où vous êtes, vous avez soit un Snapdragon, soit un de leurs processeurs à eux. Des fois, le Snapdragon est mieux, des fois, c'est leur processeur qui est mieux. Quand le Snapdragon 810 était sorti, il était assez mauvais comme processeur, on va être honnête, il chauffait beaucoup et tout ça. Et ben, c'était même au moment de la sortie du Galaxy S6. Et ben, le processeur Samsung était beaucoup mieux. Par contre, à la sortie du 821, le Snapdragon 821 était un petit peu mieux que le processeur Samsung. Donc c'est un peu, ça fait ping-pong. Donc on ne sait pas
qui sera le meilleur, là, dans le cas. Une chose est sûre, c'est qu'en Europe, en général, on se chope les processeurs Samsung. C'est plutôt aux États-Unis où ils ont les Snapdragon. Après, il y a des chances d'avoir les Snapdragon aussi en Europe. Et par contre, je sais qu'en Corée du Sud, le pays patrie de Samsung, c'est toujours les processeurs Samsung qu'ils utilisent. Donc il viendra dans un processeur en 14 nanomètres, comme à peu près n'importe quel processeur ces derniers temps. Ils annoncent une augmentation des performances de 27% et une diminution de 40% de l'énergie consommée, ce qui est plutôt bien. Je trouve que justement les constructeurs de processeurs mobiles et tout ça devraient peut-être arrêter de faire la course aux performances et se concentrer sur diminuer la consommation, parce qu'un processeur consomme énormément d'énergie dans un téléphone. C'est le deuxième truc après l'écran à consommer de l'énergie, donc c'est quelque chose qu'il faut absolument réduire pour avoir des meilleurs téléphones, sans pour autant augmenter la batterie à des niveaux pas possibles. Donc ouais, moi en tout cas, ça m'intéresse. J'espère qu'il sera bon. J'espère qu'ils le mettront peut-être dans le S8. Moi, évidemment, moi je préfère le meilleur, donc si le Snapdragon est mieux, tant mieux. Si c'est lui qui est mieux, voilà. D'ailleurs, ils en parlent un petit peu au niveau du Snapdragon 810. Et ils disent qu'ils sont en production le processeur est déjà en production de masse. Donc, à peu près sûr de le voir dans le S8, franchement. Et puis dans d'autres téléphones Samsung dans le futur. Alors, on a aussi, une petite news en rapport avec les téléphones, c'est au niveau de la 5G. La 5G, les spécifications de la 5G ont été annoncées. Donc ça, c'est les spécifications officielles. Ça ne veut pas dire que quand vous allez avoir un téléphone en 5G, vous allez avoir ce genre de choses, autre chose. C'est juste dire, ok, vous êtes opérateur téléphonique, une antenne 5G, elle doit avoir ça, ok? Et c'est les spécifications. Donc, du 20 Gbps, donc B minuscule, on parle de bits ici, pas de bytes. Une milliseconde de latence, théorique, et 1 million de téléphones ou d'appareils connectés dessus par kilomètre carré. Donc là, ça devient intéressant. Alors, les 20 gigas, c'est pour toute l'antenne. En théorie, si vous étiez tout seul sur l'antenne et que vous avez un téléphone qui pourrait avoir du 20 Gbps, vous pourriez avoir les 20 Gbps. On sait tous que ce ne sera pas le cas. Ce sera séparé entre tous les clients de l'antenne. Donc, si vous êtes 300 sur l'antenne, ce sera 20 gigas divisé par 300. Semble logique. Les 1 milliseconde de latence ne seront pas à 1 milliseconde, mais ils devraient être assez bas. On devrait atteindre franchement les latences de la fibre parce que les antennes 5G seront raccordées en fibre directement. Donc s'il y a la latence de la fibre qui est de 6 millisecondes, 7 millisecondes, plus 1 milliseconde de la 5G, on aura des latences mais meilleures qu'une connexion ADSL ou VDSL 2 même. Donc très bien, franchement quelque chose d'utilisable pour même une connexion chez vous. Je l'ai déjà dit, mais je pense que dans le futur, oui, il y a des gens qui pourront toujours commander une fibre raccordée à leur maison, si possible, mais je pense que dans le futur, monsieur tout le monde, quelqu'un qui n'utilise pas trop Internet, il aura juste une antenne 5G sur son toit, et il y aura une antenne plus loin, et ce sera beaucoup plus simple pour raccorder tout le monde. Ça coûtera moins cher, et ça permettra plus de choses, même s'il y a quelques désavantages, évidemment. Alors, 20 pour information, 20 Gbps, ça permettrait de... J'ai fait un petit peu le calcul, mais ça permettra à 2500 personnes de regarder du 720p sur YouTube en même temps, sur une même antenne. Donc c'est pas mal. Franchement, je pense pas que ce soit un problème. Évidemment, c'est à la discrétion des opérateurs. Si vous êtes chez un opérateur, c'est l'opérateur qui décide s'ils mettent une antenne pour un endroit où il y a clairement 10 000 personnes qui utilisent Internet en permanence, c'est de leur faute. Hein. C'est pas les fautes de la spécification de la 5G ou autre chose. Donc il y a des opérateurs qui seront respectueux de vous et il y en a d'autres qui seront pas trop. Mais en tout cas, ça devrait, je pense, améliorer sacrément les vitesses. Ça va aussi améliorer les quotas de téléchargement. Donc la 3G, on était à peu près à 2-4 gigas. La 4G, on commence à atteindre, il y a des abonnements 20 gigas faciles et tout. Et je pense qu'avec la 5G, on devra atteindre des quotas de téléchargement qui devraient atteindre les 100 gigas pour les plus grands abonnements. Donc ça c'est ce qui est le plus intéressant, parce qu'à partir de 100 gigas, je pense que ça devient utilisable pour monsieur tout le monde. Quelqu'un qui regarde juste une vidéo YouTube de temps en temps, qui regarde ses mails et tout ça, ça devient utilisable. Et c'est ça le plus intéressant. Même s'il y a quelques problèmes, évidemment. Je parlais de mettre une antenne sur le toit. S'il y a du mauvais temps, ça peut perturber le signal. Donc vous pouvez avoir des chutes de connexion, des moins bonnes vitesses ou même la connexion qui se coupe.
L'opérateur peut tenter de juste mettre une seule antenne dans un village et puis juste dire débrouillez-vous, même si c'est un village de 10 000 habitants et qui a clairement besoin d'une plus grosse antenne, ben ils s'en fichent, hein. Donc voilà. Donc c'est pas parfait, mais c'est quand même, je pense, une meilleure chose pour le futur, même s'il faudra faire attention que les opérateurs respectent évidemment les choses. Alors, ils mettent un petit peu des vitesses qu'on pourra avoir théoriques sur le mobile pour chaque téléphone. Ça dépendra évidemment encore de chaque opérateur et tout ça. Là, ils parlent de 100 Mbps en upload, même un petit peu plus peut-être. Donc c'est un peu ce qu'on a dans la 4G vraiment haut de gamme, quand il y a pas trop personne sur l'antenne. Là, ce sera plus en temps normal, sans vraiment que ce soit une antenne pas trop utilisée. Donc ça devrait être plutôt bien. Donc la 5G arrivera, je ne sais pas quand, on verra, ça dépend des opérateurs. Je pense qu'elle est déjà en test, hein, ok, elle est déjà en test, c'est normal. Maintenant, il faut des vraies antennes, et il faut surtout des téléphones qui supportent la 5G. J'ai même pas regardé, est-ce que l'Exynox, voilà, supporte la 5G, je ne crois pas. Non, il supporte pas la 5G, je pense encore. Donc, à voir, on n'a pas encore de téléphone qui supporte la 5G, donc on verra bien. Alors, autre news, on change totalement de milieu là. On va parler un petit peu plus ordinateur. La GTX 1080 Ti va certainement être annoncée le 28 février pendant l'événement GTX Gaming Celebration de Nvidia. Pourquoi cette rumeur est présente? Déjà parce que ça semble logique qu'il l'annonce maintenant pendant un événement comme ça. Et puis ils ont mis un compteur sur leur site. Vous pouvez aller sur leur site. C'est plus le cas, mais quand on regardait le code du compteur, la vidéo en arrière-plan qui joue s'appelait GTX 1080 Ti Countdown, blablabla machin. Donc voilà, je pense que la personne qui a fait le site a un petit peu merdé. Il aurait dû peut-être renommer la vidéo afin d'éviter que les gens le voient. Mais bon, depuis ils l'ont renommé, hein, pour information, j'ai été rechecké, ils l'ont renommé. Mais en attendant, les gens l'ont vu, donc c'était sûr et certain qu'ils allaient l'annoncer maintenant. Hein. Je vous avais dit, hein, il me semble que je l'avais dit sur la chaîne, mais en tout cas, quand la Titan X, j'avais dit plusieurs fois que comme il y a une Titan X, la nouvelle Titan X, hein, qui utilisait la dernière architecture Pascal, c'est sûr et certain qu'il allait avoir quelques temps après une 1080 Ti. Elle est venue plus tard que prévu quand même. Je pense que c'était pour donner plus d'intérêt à la Titan X, parce que la dernière fois qu'ils ont l'ancienne Titan X, ils l'ont sorti. Et ils ont sorti littéralement juste après la 980 Ti. Du coup, ça a donné beaucoup moins d'intérêt à la Titan X. Donc là, je pense qu'ils ont attendu pour en vendre plus, parce que une carte à 1000 €, ça leur fait du pognon, hein, il faut être honnête. Hein. Même si je ne suis pas très content de cette technique commerciale, pour eux, c'est du bon. Alors, autre news, une petite news au niveau de Ryzen. Alors, je tiens à faire une petite correction. Je tiens à parler j'ai parlé des chipsets, donc il y aura le X370, donc c'est pour les cartes mères ça, et j'avais dit qu'il y avait le B350. Je me suis trompé, le B350 supporte aussi l'overclocking, ok? Donc vous n'êtes pas obligé de prendre les grosses cartes mères haut de gamme pour faire de l'overclocking, donc ça c'était une erreur de ma part. Et le X370, pour ceux qui se demandent quelle fonctionnalité il a en plus, il a des ports USB en plus, quelques lignes PCI Express en plus, sur le chipset, pas sur le processeur, et quelques petits trucs en plus comme ça, donc c'est pas vraiment le plus nécessaire. Et surtout il supportait une technologie qui permet au processeur de s'overclocker de lui-même, un peu comme alors c'est pas comme le mode turbo sur les processeurs, c'est autre chose, c'est comme sur les cartes graphiques. Les cartes graphiques, elles ont maintenant les dernières générations, que ce soit AMD ou Nvidia, si elle est bien refroidie, la carte graphique d'elle-même va regarder sa limite de température et elle va se dire « Hey, je suis en dessous de ma limite de température, je consomme pas encore trop d'énergie, eh bien je vais m'overclocker moi-même pour prendre le plus de performance. » Donc ça, c'est quelque chose qui arrive déjà. Donc si vous prenez une carte haut de gamme qui est hyper bien refroidie et que vous la mettez dans un boîtier où elle sera bien au frais, vous êtes sûr et certain, elle va se mettre à la plus haute fréquence possible qu'elle pourra. Évidemment, ça reste un truc automatique, donc elle va pas non plus atteindre des fréquences de malade. Et du coup, pour les processeurs AMD, c'est une technologie qu'ils ont dû, à mon avis, prendre de la section carte graphique AMD. Ils se sont dit, hey, c'est bien ça, on pourrait le faire pour le processeur aussi. Donc, de la même manière, si le processeur est bien refroidi,
et qui dépasse pas une certaine limite de consommation d'énergie que vous pourrez à mon avis régler, eh bien il va se dire « Hey, je peux m'overclocker moi-même, allez hop, je monte en fréquence ». Et apparemment, le 1800X serait capable de monter à plus de 4 GHz tout seul s'il est bien refroidi. Là, il y a aussi la petite information que je voulais montrer, c'est dans la X370 Titanium de MSI. Il y a alors, maintenant, les constructeurs de cartes mères mettent des profils d'overclocking tout faits, si vous n'y touchez pas trop. Évidemment, ces profils ne sont pas parfaits, et surtout, ils ne marcheront pas forcément. Mais, une chose est sûre, c'est qu'en général, s'ils les mettent, c'est qu'ils marchent avec quand même la plupart des processeurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis des profils jusqu'à 4,4 GHz d'overclocking pour le weaker, sur les weakers en même temps. Hein. Du coup, ben on peut se dire que la plupart des processeurs Ryzen à la sortie devraient pouvoir s'overclocker jusqu'à 4,4 et même plus encore. Par exemple, sur les processeurs Intel, bien souvent, les profils comme ça tout faits arrivent souvent à ce genre de fréquence aussi. Donc. Et pourtant, les processeurs Intel peuvent atteindre même 5 GHz si vous avez de la chance. Donc si vous avez vraiment de la chance avec votre Ryzen, à mon avis, peut-être que vous pourrez atteindre les 5 GHz aussi. Donc ça, c'est une très bonne news, parce que Ryzen, l'un des trucs qui le rend un peu moins performant qu'Intel en monocore, comme j'ai dit dans la vidéo. J'ai fait une vidéo spéciale d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, oui, mais Ryzen a été annoncé, j'ai fait une vidéo spéciale, vous avez dû la voir, hein, donc c'est pas trop grave si je n'en parle pas maintenant, je pense que vous avez tous vu. Auquel cas, vous pouvez aller voir sur la chaîne, elle est là disponible. Mais en tout cas, j'avais dit que les processeurs Ryzen ont un peu moins de fréquence, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu moins performants en monocore. Donc, s'ils overclockent bien, et je vous rappelle que chaque processeur Ryzen est overclockable, il ne faut pas prendre une version X, vous pouvez prendre n'importe quelle version. Il suffit juste d'avoir une carte mère en B350. Donc une carte mère pour avoir pour 100 €, donc c'est pas énorme. Eh bien, vous pourriez vous retrouver avec un monstre en overclocking qui va jusqu'à plus de 4 GHz et qui défonce n'importe quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors, on a d'autres news. Là, c'est au niveau de Windows 10. Alors, Microsoft... donc vous devez le savoir, la prochaine update de Windows 10, j'en ai parlé, c'est la Creator Update qui aura un mode gamer et tout ça. Et elle aura des fonctionnalités en plus pour les créateurs de contenu. Et elle devrait pas trop tarder à sortir parce que les dernières versions sont des versions principalement de correction de bugs. Donc on peut s'attendre à ce qu'elle arrive assez prochainement. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir s'ils ont fixé les bugs. Genre le menu démarrer qui prend 3 heures à s'afficher. Est-ce qu'il le fait encore? J'appuie sur le menu démarrer. Ah non, ça va. Là, il est rapide. Là. Et il apparaît. Ça va. Parce qu'il y a des moments, j'appuie dessus, j'appuie, et puis ça fait ça. Tu pourrais apparaître un peu plus vite. Merci. Mais sinon, voilà. Mais c'est un peu n'importe quoi. Enfin bref. C'était juste une petite news comme ça. Alors ça, c'est la news qui fait peur de la semaine. Vous avez dû voir, il y a c'est Mister JD, le grand JD, c'est pas Mister JD, c'est le grand JD qui a fait une vidéo où il était en Irak et il parlait à un moment qu'il y avait des drones que l'État islamique utilisait pour faire des bombes. Donc ils font des drones, en fait ils prennent des drones DJI, donc c'est les drones, les Phantom 3, Phantom 4, qui sont des très bons drones en fait. Et ils les utilisent comme bombes en fait. Enfin, ils mettent une bombe accrochée et puis ils larguent la bombe au-dessus des soldats ou autre chose. Donc ça, c'est très dangereux. Ça fait un peu peur, honnêtement. Surtout que je me dis, imaginez s'il en fabrique un en Europe et qu'ils essayent de larguer une bombe sur quelque chose. Mais ne vous inquiétez pas, si vous habitez en France, le gouvernement français entraîne des aigles d'attaque afin d'attraper les drones. Et ça, c'est la news cool de la semaine, par contre. Donc vous avez la news qui fait peur, maintenant c'est la news cool, parce que c'est franchement... C'est cool quoi, regardez, ça c'est un DJI justement, ça doit être un Phantom 3 ou 4, et regardez le rapace qui arrive, et hop, bim, fini, il est pris le drone. Alors, n'ayez pas peur pour la sécurité de l'aigle, ils ont des petites protections sur leurs pattes, en Kevlar, donc même s'ils prennent les hélices des drones, ils ne se feront pas de mal. Évidemment, si la bombe par contre s'enclenche en plein vol, bon là, voilà, après, est-ce qu'il vaut mieux qu'un aigle meure et que ça sauve des vies humaines? Je pense que oui, honnêtement, c'est triste, mais je pense que c'est mieux. Donc c'est franchement cool, je trouve. Ça redonne un peu un intérêt parce que les aigles, ils sont surtout entraînés genre pour faire des shows. Donc là, c'est vraiment un peu
les entraîner pour faire quelque chose d'utile à la société, c'est plutôt sympathique. Donc c'est pour tous, c'est surtout pour éviter, par exemple, ils en mettraient un, à mon avis, près d'une centrale nucléaire, près d'un endroit très important, une base militaire ou autre chose, pour éviter qu'un drone arrive en mode « Ouais, salut !» Je crois pas que vous en verrez tout de suite à Paris. Peut-être, ils pourraient peut-être en mettre un près de la Tour Eiffel, en fait, quand j'y pense. Ils voleraient pas en permanence, hein, c'est plutôt, il y a une unité de police stationnée là, et puis dès qu'ils voient un drone approcher, ils sont là, oh mince, il y a un drone qui arrive, hop, sort l'aigle, et puis c'est parti mon kiki. Même si j'avais déjà vu une news par le passé où ils commençaient déjà à entraîner des aigles, où carrément non, c'était des faucons, et du coup les faucons avaient le droit, ils se baladaient autour de l'endroit où ils protégeaient, et ils étaient entraînés pour attaquer n'importe quoi qui venait par les airs près de l'endroit. Donc ça aussi, c'était plutôt cool. Donc voilà, la news cool de la semaine, c'est pas hyper important. C'est quand même bien, surtout quand on voit ce genre de news, et qu'on voit ça après, on se dit, ok, ça va, on devrait pouvoir s'en sortir. Après, évidemment, c'est pas comme si vous allez voir des drones partout voler en France avec des bombes accrochées, hein. Faut pas non plus céder à la panique ou autre chose. C'est juste que, dites-vous qu'il y a quelque chose qui est fait pour régler ce problème, donc voilà. Et c'est fait en France, donc vous devrez être fiers. C'est badass quand même, franchement. Genre, j'utilise mon egg pour aller attraper un drone terroriste. Enfin, c'est badass, je trouve. Bref, c'est tout pour ce Texama Show de cette semaine-ci. La semaine prochaine, on aura plus de news encore sur les téléphones qui seront annoncés sortis. On aura peut-être une date d'annonce pour le S8, la date de présentation en tout cas. Et on devra aussi avoir des informations sur la 1080 Ti, donc ça devrait être plutôt cool. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine Texama Show. Je vous dis salut à tous.